Les deals de Deleuze sont irrésistibles. Oh, Deleuze. Car notre fromage Oudendeck, en tranche ou en bloc, À l'apéro ou en sandwich. est en 1 + 1 gratuit. En tranche ou en bloc, je fonds déjà. Découvrez tous les deals dans votre Deleuze, du côté de la vraie vie. Conditions en magasin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Si je vous dis Yves Pslati, je suis sûre que vous savez de quoi il s'agit quand je parle de sécurité, de sexualité positive. Et c'est vrai que les études ont montré que beaucoup d'hommes sont dans cette sexualité positive, en tout cas beaucoup plus que les femmes. Alors c'est peut-être pas le cas sur Sud Radio parce que j'entends de nombreuses femmes témoigner et raconter avoir une bonne sexualité, mais je suis quand même consciente que Sud Radio n'est pas forcément représentatif de la France, en tout cas certainement pas cette émission. Bref, j'entends aussi beaucoup de femmes qui ont des difficultés avec la sexualité et tout particulièrement avec leur désir. Alors est-ce que désir et sexualité positive, il y a un lien? C'est déjà une chose à laquelle Yves Pslati va pouvoir répondre dans un instant. Et en tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi les femmes seraient moins dans la sexualité positive que les hommes. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Toujours la grande question. Et puis peut-être qu'on pourra donner des conseils aux hommes pour aider leurs partenaires à aimer un peu plus la sexualité, ou même des conseils aux femmes qui ont envie d'être un petit peu plus dans l'amour de la sexualité. En tout cas, Yves Pslati va répondre dans un instant à toutes vos questions. Et puis vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Yves Pslati, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le créateur de ce concept sexualité positive, avec aussi la notion de première, deuxième, troisième, quatrième division pour faire un petit parallèle avec le foot. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par sexualité positive? Est-ce que vous pourriez peut-être déjà nous redéfinir ce terme? Le problème, c'est au jour d'aujourd'hui, quand on parle sexualité, quand on parle santé sexuelle, justement, on parle des choses négatives. Donc, on va parler de la violence sexuelle, on va parler, le paradigme au jour d'aujourd'hui, c'est le consentement, on va parler de la pornographie, on va parler de tout ce qui est viol, inceste, ça. Donc, rien de positif là-dedans. Donc, c'est à un moment donné de se dire aussi, bon, c'est bien, il faut en parler des trucs négatifs. Mais la sexualité n'est pas que des trucs négatifs. En parlant que des trucs négatifs, comment on va faire aimer la sexualité aux gens? Ce n'est pas possible. Donc, positivons les choses. C'est-à-dire que le sexe, c'est bon pour la santé. Allez-y, fonçons là-dedans. Donc, c'est dans cette optique-là. D'ailleurs, enfin, c'est prouvé sur le plan scientifique médical que la sexualité c'est bon pour la santé. C'est prouvé aussi que la sexualité renforce la relation dans le couple et que même sans sexualité le couple est souvent en danger. Bon, donc on sait à quel point c'est quelque chose de positif. Maintenant, on est dans un principe de précaution, vous le savez bien, donc on a tendance toujours à voir les dangers de quelque chose plutôt que les avantages. Ouais, c'est pour ça, en fait, que les gens en parlent, mais qui est-ce qui parle de ça? Qui est-ce qui parle des trucs négatifs de la sexualité? Est-ce que les grands sexophiles vont baser tout leur discours sur la sexualité? Les sexophiles, ceux qui aiment le sexe, vont baser tout leur discours sur la sexualité que sur des trucs négatifs? Sûrement pas. Donc, je pense que parmi les gens qui parlent du côté négatif de la sexualité, à mon avis, ils ne sont pas tous des grands sexophiles. Donc, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de dire certaines choses, bien évidemment, d'alerter les gens, mais laissons aussi la parole à la positivité de la sexualité, au bon côté de la sexualité, et c'est ça qu'il faut enseigner. Quand j'entends des enseignants qui vont dans les écoles pour des adolescents, et de quoi vous avez parlé? Quand je leur demande de quoi vous avez parlé, ils ont parlé de l'anatomie. Bon, c'est pas un cours d'anatomie. Ils ont parlé de la physiologie. C'est pas un cours de biologie ni de physiologie. Mais en plus, ils ont parlé de l'inceste, des viols, et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez expliqué à vos élèves pour qu'ils aiment la sexualité? Rien. Tous les côtés négatifs. Vous n'avez expliqué que des choses qu'il ne faut pas faire.
Et pourquoi on n'expliquait pas les choses qu'il faut faire pour qu'ils aiment la sexualité, pour qu'ils s'investissent dans la sexualité? Donc, dans l'éducation à la sexualité, c'est ça le grand problème. Oh, il y a des cours d'éducation à la sexualité. Mais qu'est-ce que vous expliquez dans le cours à l'éducation? C'est ça qui est important pour moi. Quel est le contenu de votre cours? Et si le contenu de votre cours est des choses qu'il faut pas faire et des choses négatives, ben vous passez à côté de quelque chose. En tant que sexologue, notre but, quand on enseigne quelque chose, pas seulement dans la sexologie, comme quand on enseigne du sport, quand on enseigne le cinéma, quand on enseigne la musique, c'est de faire aimer le sujet sur lequel on enseigne aux autres, à celui qui est en face de nous. Et souvent, je vais dire à ces gens-là, mais qu'est-ce que vous avez expliqué pour faire aimer le sexe aux gens? Rien. Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on voit bien que lorsqu'on a la chance d'avoir grandi dans un foyer où les parents aimaient la sexualité, ça va toujours mieux que lorsqu'on est dans on a été élevé avec des parents qui étaient pas très sexuels et qui nous ont déjà un petit peu bridés, si je puis dire. On va parler particulièrement des femmes. On sait que beaucoup de femmes ont du mal avec la sexualité. En tout cas, elles sont moins souvent que les hommes dans une sexualité positive. C'est quoi? C'est inné? C'est acquis? Qu'est-ce que vous diriez? Rien n'est inné dans la sexualité. Donc, les gens pensent que tout est inné, que ça tombe du ciel. Non, absolument pas. Tout est d'un apprentissage. Il faut apprendre la sexualité. Pour pouvoir apprendre la sexualité, il faut s'investir. C'est comme dans les autres plaisir qu'on peut prendre, hédonique qu'on peut prendre dans la vie. Quand on veut s'intéresser à un sujet pour pouvoir aimer ce sujet-là, donc ici on parle de la sexualité, mais pour pouvoir aimer par exemple le vin, il faut suivre des cours d'œnologie, la gastronomie, le cinéma, la musique, le sport, il faut s'entraîner. Et la sexualité est exactement comme les autres domaines. Il faut s'investir et il faut s'entraîner. Alors, les gens qui n'aiment pas le sexe, les grands sexophobes, on va trouver 1001 raisons pourquoi ils n'aiment pas le sexe. Mais en fait, quand on creuse un peu leur histoire, la première chose qui ressort, et de loin, c'est pas qu'ils ont été violentés, qu'ils ont reçu, qui ont eu des viols, des incestes pendant leur jeunesse, et qui expliquerait qu'ils n'aiment pas la sexualité. La grande majorité, c'est sûrement pas ça. C'est le non-investissement à la sexualité. Un sportif, vous avez dit au début, c'est bon pour la santé. Le sport aussi, c'est bon pour la santé. OK? Mais il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Eh ben, c'est leur droit. Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils aiment pas. Ils n'arrivent pas à accrocher au sport. Ils n'arrivent pas à avoir, vous savez, quand on fait du sport, bon, vous aimez bien l'équitation, vous avez beaucoup fait de sport. Il y a, à un moment donné, on est bombardé d'hormones. On est bombardé surtout de bêta-endorphine, qui est là. Donc, à partir d'un certain seuil, on est bombardé de ces hormones de la bêta-endorphine, qui est de la morphine naturelle. Quand on fait une course à pied, par exemple, à partir d'un certain kilomètre, probablement vers le 6e, 7e ou 8e kilomètre, on est bombardé d'hormones, on sent plus et on prend beaucoup plus de plaisir. La sexualité, c'est la même chose. Ce sont des gens qui se sont pas investis, qui n'ont pas fait leurs 6-7 kilomètres, si vous voulez, oui, et qui n'ont pas ressenti ce plaisir-là, donc ils ne s'investissent pas. Donc la première raison, c'est le non-investissement à la sexualité. D'accord. Et alors, dernière question, puis après, évidemment, on va donner la parole aux auditeurs, et nous avons Frédéric déjà qui est en attente. J'entends beaucoup les femmes avec la difficulté avec le désir. Qu'est-ce que vous avez à en dire là déjà? Puis je suppose qu'on aura certainement des appels sur ce sens. Comment on fait pour retrouver son désir? Mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles vont mettre en place pour obtenir le désir? Donc, le désir, il tombe pas du ciel, hein. Le désir, par exemple, dans la sexualité, il y a 3 activités sexuelles, le fantasme, la masturbation et le rapport sexuel. Alors, les gens, ils basent toute leur sexualité sur le rapport sexuel. Eh ben, c'est une erreur. Donc, pour pouvoir titiller le désir sexuel, je parle, hein, c'est le fait peut-être qu'il faut, je vais définir ce que c'est le désir sexuel, hein. Le désir sexuel, c'est pour obtenir du plaisir sexuel et des orgasmes. Point. Il n'y a pas d'autre définition du désir sexuel. Toutes les autres formes de désir sexuel, c'est un désir de rapprochement, un désir de passer du temps ensemble, un désir ne regarde pas ailleurs, regarde moi-même, un désir tu dois m'aimer parce que si je te donne du sexe. Donc c'est pas de la sexualité. C'est vraiment pour d'autres raisons
ils parlent de la sexualité, ils pensent qu'ils ont du désir sexuel. Désir sexuel, c'est pour obtenir du plaisir et c'est pour obtenir du fantasme. Un point, c'est tout. Est-ce que vous êtes là-dedans? Vous êtes là-dedans. Vous n'êtes pas là-dedans? Eh bien, provoquez. Comment est-ce que vous allez provoquer? Par les fantasmes. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens? Ben, vous avez un partenaire ou vous n'avez pas un partenaire, ben, essayez de vivre dans une vie fantasmatique, essayez de fantasmer ou bien de créer le fantasme, c'est-à-dire des lectures des films. Passez du temps avec ça. Masturbez-vous. Et c'est comme ça que le désir intrinsèque, mon désir personnel qui va augmenter. Donc, ce que vous dites est important parce que on sait que beaucoup de femmes sont plutôt dans le désir de faire plaisir à leur homme et donc elles ont beaucoup de désir au début et puis ensuite, comme elles sont pas dans ce désir sexuel dont vous venez de parler, évidemment tout s'éteint si je puis dire. Hein. C'est un petit peu ce que vous venez d'expliquer qui me paraît en effet très clair. Je vous propose qu'on fasse une petite pause sur Sud Radio 0826 300 300 si vous avez envie de rejoindre Yves Pslatty, n'hésitez pas à nous rejoindre et Frédéric est avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Yves Pslatty est avec nous, sexothérapeute, thérapeute de couple également et auteur de La sexualité positive aux éditions de la Musardine. Frédéric, bonjour. Bonjour Brigitte. Vous et m'entendez? bonjour Yves, il est là avec nous, Frédéric. Bonjour Yves. Bonjour Donc, Frédéric. Vous êtes en couple depuis une vingtaine d'années Oui, c'est ça. et vous avez donc votre femme qui est peut-être un peu moins dans la sexualité positive. Vous étiez tous les deux dans une sexualité positive au début? Eh ben, je le pensais, oui, au début que ça se passait bien, ça se passait à peu près bien, c'était convenable. Et en fait, on a eu des enfants et ça s'est compliqué après. Moi, j'ai eu une maladie un peu compliquée aussi. Et du coup, maintenant, ça s'est amenuisé d'année en année, et puis là, on en arrive au point zéro, et moi, j'en peux plus, donc je suis un peu embêté. C'est pour ça aussi que je vous appelle. Je sais plus comment faire, en fait. Je suis un peu perdu. J'arrive pas à communiquer ni rien, donc. Bien sûr. On voit, Yves Pslatty, que très souvent dans un couple, il y a des éléments qui font des paramètres qui rentrent en jeu. La sexualité diminue jusqu'à un moment donné être totalement absente du couple. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à Frédéric, Yves? Alors, tout à l'heure, il parlait de... Pardon, j'ai mal interprété votre question, je pensais que c'était à moi, mais tout à l'heure il parlait de réveiller le désir chez la femme, tout ça, qu'il fallait provoquer tout ça, mais si la femme elle veut vraiment pas, elle n'est pas du tout là-dedans, comment provoquer alors qu'elle a pas envie? C'est ça quoi. C'est une bonne question. En fait, Brigitte, en face de nous avons la mauvaise personne. La bonne personne, ça aurait été madame. Donc, madame qui doit venir demander, voilà, moi, j'ai un problème, je voudrais avoir du désir sexuel, je n'en ai pas, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? À elle, on peut donner des conseils. Mais ici, c'est monsieur. Ah, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Amenez madame, on va lui expliquer, ou bien nous, on va vous expliquer, allez expliquer à madame ce qu'elle doit faire, on va voir si ça va marcher. Mais allez dire à madame un peu, dis ma chérie, est-ce que toi tu veux un peu fantasmer encore plus? Tu dois te masturber autant pour avoir des désirs sexuels? Allez dire. Vous-même, on va voir si ça va marcher ou pas. Sûrement pas, hein. Sûrement pas. Donc ici, pour que le système fonctionne, pour que les gens bougent, il y a une condition. La condition sine qua non, c'est il faut souffrir. La souffrance, c'est quoi? La souffrance, pour elle, ça devrait être une bonne souffrance. Ça, c'est vraiment les bonnes souffrances. Quand les gens souffrent, ils bougent. La bonne souffrance, c'est de dire, moi, j'ai envie du sexe, j'ai pas de sexe. Pourtant, donnez-moi des outils, donnez-moi des choses à faire pour que j'améliore ma sexualité. Je suis curieuse et je suis motivée. Là, on appelle un patient idéal, le bon patient. Parce que tout ce que vous allez lui donner, il va le prendre. On appelle ça un acheteur, un patient acheteur. Par contre, si c'est un patient qui est là chez vous et qui est comme un touriste, il ne sait pas pourquoi il est là, il n'est pas motivé, vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. Ouais. Donc, avant tout, je pense qu'on peut lui donner plein de conseils, mais il faut voir si elle va être acheteuse ou pas. Donc, ici, vous avez une plainte, que dois-je faire? Que puis-je faire moi-même?
Ben, la chose que vous pouvez faire, c'est d'aller consulter déjà un sexologue ensemble. Elle veut pas. Oui, bien sûr. Mais je pense, Frédéric, que vous appelez parce que vous souffrez vous souffrez de la situation. Est-ce qu'elle en souffre, elle? Parce que Yves parle de souffrance, mais oui, d'abord, est-ce qu'elle en souffre ou est-ce qu'au fond, ça lui va très bien? Parce que si ça lui va très bien, il faut qu'elle entende que vous souffrez et que comme vous souffrez, ça met le couple en danger. Enfin, il me semble que c'est le seul, c'est la seule manière de la faire réagir, non, Yves Pslati? Oui, parce que elle peut nous dire, ah, je souffre. Souffrez de quoi, madame? De la souffrance de mon mec, je souffre. Ben, c'est pas une souffrance. Ça, c'est une pitié. Vous avez pitié de votre mec. Vous ne souffrez pas pour votre mec. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, quand des gens comme ça sont en consultation, donc l'un veut et l'autre ne veut pas beaucoup. Alors, je vais un peu aller titiller celui qui ne veut pas beaucoup. Et je vais lui demander, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la sexualité de l'autre, celui qui veut? Dites-moi. Donc, c'est votre droit de ne pas vouloir de la sexualité. Vous avez tout à fait le droit. Mais vous êtes en couple. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que le système fonctionne? Pour lui, pour sa sexualité. À quoi vous avez pensé? Est-ce qu'il a le droit de se masturber dans la maison? Est-ce qu'il a le droit d'aller voir ailleurs? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Si vous vous dites, moi je me retire de la sexualité, moi je ne veux pas de la sexualité, et pour la sexualité de l'autre, qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est-à-dire, c'est pour faire bouger les gens. C'est pour que les gens puissent comprendre. Effectivement, je suis responsable. Donc, n'oubliez pas, ici, dans un système comme ça, quand on est dans un couple, ne pas avoir de relations sexuelles, c'est une infidélité. C'est une grande infidélité. Infidélité, ça veut dire un coup de canif au contrat, le contrat, celui qui a été écrit ou bien celui qui est tacite. Est-ce que quand aussi, je ne sais pas, vous êtes marié ou pas, si vous étiez marié par exemple, est-ce que au début, c'était marqué que moi, après les enfants, je ne veux pas de la sexualité? Est-ce que vous avez signé un truc comme ça? Vous n'avez pas signé un truc. C'est un coup de canif au contrat. Donc c'est ça l'infidélité. L'infidélité, c'est pas d'aller baiser ailleurs. Hein. Il y a plusieurs formes d'infidélité. Une des formes d'infidélité, c'est de refuser la sexualité. Alors, vous avez le droit de refuser. Mais qu'est-ce que vous allez mettre en place pour l'autre membre du couple qui veut de la sexualité? C'est comme ça que je vais un peu la faire bouger, pour qu'elle se rende compte de ce qui se passe. Merci, oui. Voilà, vous pouvez peut-être lui faire écouter en podcast si elle veut pas aller consulter. Faites-lui écouter ce qu'a dit Yves. Mais moi, c'est ce que j'aime chez vous, Yves, c'est que vous dépassez toute notion de moralité. Ou je crois qu'en effet, vous êtes Frédéric. D'abord, vous souffrez, vous êtes malheureux, et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'on doit entendre quand on est dans un couple et qu'il y a quelque chose qui nous rend malheureux, qu'on n'a pas nos besoins satisfaits au minimum. Eh bien, ça met le couple, ça veut dire qu'il faut renégocier le couple. Et c'est ce que vous proposez. C'est ça. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et il faut une discussion vraiment franche là-dedans. Donc, il faut pas qu'elle s'enfuit de ce genre de discussion. Oui. Donc, Et puis vous mettez monsieur Frédéric devant elle, vous dites, OK. C'est ça. Donc, j'accepte. Qu'est-ce que tu mets en place pour ma sexualité? Et comme vous dites, elle s'enfuit, elle cherche toujours un sujet pour fuir cette conversation-là. Et oui, bien sûr. Plusieurs fois, et c'est quand même compliqué de... Elle n'aime pas la sexualité. Elle n'aime pas la sexualité, c'est son droit. On peut pas obliger quelqu'un à aimer la sexualité. C'est un droit de ne pas aimer la sexualité. Mais qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour celui qui aime la sexualité? De toute façon, Frédéric, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fuite, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas entendre. Alors, est-ce qu'elle ne veut pas entendre parce que ça la dérange, vu qu'elle n'a plus envie de faire l'amour, ou est-ce que c'est quelque chose chez elle qu'elle ne veut pas entendre? Et ça, malheureusement, on peut pas répondre à sa place. Oui, je comprends. Vous voyez, soit c'est parce que de toute façon elle n'a plus du tout envie de faire l'amour avec vous, ou plus du tout envie de faire l'amour, ça je ne sais pas. Soit c'est parce que ce qu'elle aurait à vous répondre, elle a peur de vous le dire. Peut-être qu'il y a des tas de rancœurs qui font qu'elle a décidé de ne plus faire l'amour avec vous par une sorte de vengeance. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que c'est très complexe. On peut pas donner une réponse. Enfin, je veux dire, un sexologue qui vous donnerait une réponse totalement définitive et dogmatique, ce serait un mauvais sexologue.
Et je pense que quand Yves vous dit on n'a pas la bonne personne en ligne au début de notre conversation, je crois que c'est ça la vraie réponse. En revanche, on vous a donné la marche à suivre pour sortir de cette non-communication sur un sujet essentiel. Je comprends. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Merci à vous, Frédéric. On fait une petite pause et nous retrouvons Emmanuel. Emmanuel, c'est une femme qui voudrait aussi retrouver peut-être sa sexualité. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Comment aider les femmes à être dans la sexualité positive? C'est le sujet du jour en compagnie de Yves Pslati, le créateur de la sexualité positive. Emmanuel, bonjour, merci de nous rejoindre. Oui, pardon. Brigitte. Oui. Avant de prendre Emmanuel, est-ce que je peux compléter ce que je voulais dire dans le cas de Frédéric? Parce que c'est très, très important. Disons, au début, j'ai dit, c'est la mauvaise personne qui est là, donc c'est sa femme qui devait être là. Quand on est sexologue, on est aussi thérapeute de couple. Il faut être thérapeute de couple. Et quand on est thérapeute de couple, il faut être sexologue pour savoir comment est-ce que je vais travailler. Disons que ici on me téléphone, Michel et Micheline, c'est le couple. Michel me téléphone, ma femme n'a pas de désir sexuel, tout ça. Alors moi je dois voir comment est-ce que je vais travailler avec ce couple-là. C'est pour ça que je dois les voir seuls. Je vais commencer par voir Micheline seule. Est-ce qu'elle n'a pas de désir sexuel? C'est quoi le désir sexuel? Disons deux possibilités je vais prendre. Micheline, la femme de Micheline, elle baisse pas avec son Michel. Par contre, elle a un amant qui s'appelle Joseph. Elle se tape 2 ou 3 fois par semaine le Joseph. À côté de ça, elle se masturbe quasiment tous les jours. Elle a 20 fantasmes par jour. Elle n'a aucun problème de désir sexuel. Mais Michel ne le sait pas. Et moi, je le sais. Je dois le savoir. Alors, dans ce cas-là, c'est pas une sexothérapie de Micheline qu'il faut faire plus. Tout fonctionne bien chez Micheline. Ce qu'il faut faire, c'est une thérapie de couple Michel-Micheline pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi Madame Micheline n'offre pas son corps à Monsieur Michel. Dans un autre cas de figure, Madame Micheline, pas de fantasme, pas de masturbation, pas de désir sexuel, pas de Joseph. Tout est plat. Là, je vais prendre la Micheline en question en charge et travailler avec la Micheline à booster son désir sexuel et commencer toujours à travailler par la sexualité personnelle, c'est-à-dire le fantasme et la masturbation. Donc c'est comme ça qu'un sexologue voit les choses. Je ne sais pas au départ comment est-ce que je vais travailler. Est-ce que je vais faire une sexothérapie de Micheline ou bien c'est un problème de couple que je dois régler pour que Micheline soit encore attirée par Michel. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. Oui, enfin, ce que vous dites, c'est les bons sexothérapeutes qui fonctionnent comme ça. Ils sont pas tous comme ça, malheureusement. Mais vous, on sait que vous êtes excellent. Emmanuel, merci d'avoir patienté un petit peu, mais c'était important ce que Yves a ajouté. Bonjour Emmanuel. Bonjour Yves, bonjour Brigitte. Je suis très heureuse de participer à votre émission et encore un grand merci pour les émissions que vous faites quotidiennement et qui nous apportent énormément de choses. Merci. Vous êtes un peu Micheline, vous, Emmanuel, il me semble. Oui, on va dire ça comme ça. J'ai été, et puis en fait, pour faire simple, j'ai eu une période de ma vie en couple, donc je suis toujours avec mon conjoint. Dans ma première partie de vie, le début du couple au niveau sexuel, tout fonctionnait bien. Et puis l'arrivée des enfants a été là, et j'étais plus maman que mère, épouse, etc. Donc il y a eu un moment où je faisais ça, parce qu'il fallait, quand même pas laisser mon conjoint, tout seul. Donc il y avait des moments où je le faisais avec plaisir, mais il y avait aussi des moments où, je disais non parce que ça ne me disait rien, et je voyais bien que j'avais pas un rythme, on va dire, normal. Et puis les années ont passé, les enfants ont grandi, et à un moment donné, j'ai vécu, il y a l'infidélité de mon conjoint. Et à partir de ce moment-là, les choses ont complètement changé pour moi, puisque en fait, à partir de ce moment-là, comme bien évidemment l'infidélité m'avait amené à prendre de la distance morale et distance physique, il a fallu que je me débrouille toute seule. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai appris à me découvrir, donc vraiment très très tardivement, puisque j'avais presque 60 ans. Oui.
Et vous êtes découverte comment? Avec la masturbation ou en prenant des amants? Oui. Non, uniquement avec de la masturbation, voilà. Ouais. Et finalement, au travers de cet incident de parcours de couple, il s'est avéré que le fait d'apprendre à me découvrir m'a donné vraiment une vraie libido. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire l'amour avec mon mari plusieurs fois par jour, même ou plusieurs fois par semaine. Voilà. Alors je suis son rythme parce que bien évidemment avec l'âge, on n'a pas la même, tout du moins chez les hommes aussi, la même intensité parce que le mécanisme il marche aussi au ralenti. Mais je suis vraiment quelqu'un. Donc je vais me contenter toute seule. Je vais pas forcément lui demander. Je vais le faire individuellement, dans un moment où je suis seule. Mais je vais pas passer à côté de ce moment où j'ai envie de me faire plaisir. Donc finalement, aujourd'hui, ce serait presque vous qui êtes plus avec une libido plus débordante que lui, si je comprends bien. Oui. Parce que lui, mais il n'a pas les érections 3 fois par jour, évidemment, à son âge. Ce qui est intéressant, on sait, Yves Pslatty, qu'une relation d'infidélité peut parfois faire renaître le désir ou en tout cas l'envie sexuelle dans un couple. Oui, mais donc il baisait pas beaucoup et une fois que c'est découvert, il baise beaucoup. Mais ils vont baiser beaucoup. Combien de temps? C'est ça qui est important. Donc, ils vont le faire pendant 2 mois, 3 mois. Et puis, ils vont diminuer. Et puis, ils vont diminuer. Et ça va être encore 0 comme avant. Donc, ici, elle a très bien compris que il faut remplacer par quelque chose. Donc, elle s'est masturbée. Donc, elle a augmenté sa libido intrinsèque à elle, personnelle, pour la mettre au profit de la sexualité relationnelle. Donc, elle a tout compris, en fait. Maintenant, vous avez tout compris et vous avez très bien fait toutes les choses au moment où il faut faire. Mais ici, le premier moteur de la sexualité, je pense qu'à chaque émission avec Brigitte, je le dis ici, le premier moteur de la sexualité, c'est la quantité. C'est la fréquence. Moins vous faites, moins vous voulez. Plus vous faites, plus vous voulez. C'est ça. Parce que la spontanéité, elle parle. Donc, spontanéité, ça veut dire quoi? Le désir spontané, aujourd'hui, maintenant, j'ai envie, je saute sur toi. Voilà, j'ai du désir spontané. Je ne vais pas attendre que toi, tu viennes. Le problème, c'est que quand la fréquence de rapport sexuel diminue, cette spontanéité part. Pourquoi elle part? Parce qu'on commence à réfléchir. Maintenant, je vais aller vers lui ou vers elle. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux toucher la main, je peux embrasser, je dois faire quoi? Et si je suis refusé? Et si je suis refusé et je suis frustré parce que je suis refusé? Donc, ça va empêcher encore plus les gens à aller vers l'autre. On attend. 1 jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours. Et puis, c'est la catastrophe. On a oublié tous les codes de spontanéité pour pouvoir inviter l'autre à avoir une relation sexuelle. On attend que tout vienne de l'autre. L'autre aussi, il est là, il bouge pas, il ne sait pas comment faire. Il se regarde en chien de faïence, on ne sait pas comment réagir. Et ça ne marche pas. Et le système est complètement bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu trop peu de rapports sexuels. Alors Emmanuel, il y a une question qui m'intéresse beaucoup et je suis sûre que ça intéresse des femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre qu'il fallait que vous réveilliez votre libido, que vous retrouviez le désir l'envie d'avoir envie? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, c'est un peu comme les enfants. Quand on leur interdit quelque chose, ils ont envie d'avoir. Moi, je ne pouvais plus avoir de relation avec mon mari parce que il était d'une certaine façon avec une autre femme, parce qu'il n'a jamais quitté le foyer, mais voilà, il vivait cette aventure avec une autre femme, et ça m'était insupportable de voir qu'il y avait une autre femme qui pouvait lui donner du plaisir, et pas moi. Donc, ça a réveillé chez moi un manque, mais un manque très, 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 très fort, et du coup, des besoins. Et des besoins qu'il fallait que je puisse combler. Donc la première étape, ça a été de me découvrir moi. Et puis la deuxième, en fait, le fait de me découvrir moi, j'ai pu aussi comprendre quel était son positionnement quand lui, il était en manque et que moi, je ne répondais pas à ses attentes.
Et en fait, j'étais dans la même situation. Donc, qu'est-ce qu'il faisait lui quand c'était comme ça, et qu'est-ce que moi je pouvais faire aujourd'hui pour que pour lui ça devienne de nouveau quelque chose qu'il ait envie. C'est intéressant parce que du coup vous avez compris le manque qu'il a eu et donc vous avez pu plus facilement lui pardonner son infidélité, j'imagine. Et non, je ne vais pas pardonner par contre. Non, c'est assez ambigu, non, mais j'aime profondément mon mari et je me suis dit bon bah voilà, 40 et quelques années de couple, on a le droit d'avoir un parcours échappatoire à un moment donné de sa vie, puis parce qu'il y a tout un tas de choses dans la vie qui se vivent ou qui ne se vivent pas et qui font qu'à un moment donné on peut avoir une petite lassitude ou une incompréhension et puis ben voilà, moi je pars de ce principe-là et je me suis dit bon ben ok, je vais faire abstraction de ce qui s'est passé. Je dis pas que je pardonne parce que même aujourd'hui ça me fait toujours mal, donc c'est quelque chose qui est en moi et que je n'ai pas encore pu complètement évacuer, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer, ça ne m'a pas empêché de reconstruire mon couple d'une façon différente et d'avoir en fait l'amour très très prononcé de mon conjoint aujourd'hui qu'il manifeste alors qu'il ne le faisait pas avant par exemple. En tout cas, votre couple, et c'est ça qui est formidable, va beaucoup mieux. Je pense que si vous avez envie de dépasser mieux cette infidélité qui visiblement est encore un peu difficile, il faut que vous avanciez sur la notion de rivalité, parce que finalement, on voit bien que chez vous, c'est la rivalité, hein, c'est-à-dire cette femme qui vous prenait votre mari, qui a provoqué cette souffrance, ce manque, et qui a finalement qui vous a permis de retrouver le désir en vous. Et c'est peut-être ça aussi qui montre que c'est difficile pour vous de pardonner. Mais enfin, ça c'est... Je n'avais pas visualisé ça comme ça, mais peut-être bien, oui, vous avez raison. Oui, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on sait, que quand on travaille sur le désir mimétique, on sait qu'on peut avoir envie de faire comme l'autre, ou on le prend comme rival, et à ce moment-là, c'est souvent très, 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 très particulier. Oui, Yves, allez-y, je vous en prie. Oui, mais ici, sur le pardon, je veux peut-être ajouter quelque chose sur le pardon. Pardon, ça ne veut pas dire oublier, hein, c'est deux choses tout à fait différentes. Hein. Oui. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, pas à votre mari, c'est à vous-même. Parce que le jour où vous pardonnez, il doit vous demander pardon. Hein. On ne pardonne pas comme ça, hein, donc c'est tout un processus, le pardon. Un processus, il doit vous demander pardon pour le mal que vous avez fait. Et vous pardonnez. Quand vous pardonnez, c'est pas un cadeau à lui que vous faites. C'est un cadeau à vous-même pour pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Pour ne pas, donc, cette femme-là, donc, la maîtresse là, elle est comme une tumeur dans votre tête. Il faut que cette tumeur sorte à un moment donné pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Quand, avec le temps, cette tumeur diminue et que vous êtes capable de l'enlever, à ce moment-là, lui, il doit vous demander pardon du mal que vous avez fait. Vous pardonnez et vous dormez sur vos deux oreilles. Vous vous faites le plus grand cadeau dans votre vie, c'est le pardon de ça. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier. Mais quand une fois que vous avez pardonné et que vous avez confiance en lui, et puis les pics vont s'arrêter. C'est-à-dire, vous n'allez plus revenir sur le sujet. Tu sais qu'à telle époque, tu avais une maîtresse, tac. Il va payer toute sa vie sinon. Toute sa vie, vous allez lui envoyer des pics. Et ce n'est pas un bon couple, ça. Donc moi, je travaille beaucoup sur l'infidélité et sur le pardon. Donc, le pardon est quelque chose de très important pour que ça vienne et que les pics cessent à un moment donné. Et comme ça, lui aussi, il est à l'aise. C'est-à-dire, j'ai payé. Il a payé comment? Il a fait une faute. Il a payé comment? Par votre mauvaise humeur, par vos pics. Mais à un moment donné, les pics vont s'arrêter. Parce que souvent, quand je vois, celui qui va partir in fine, celui qui va demander après quelques années le divorce, c'est celui qui reçoit les pics en disant, ça suffit. Je n'en peux plus. J'ai reçu tous ces pics-là. J'ai payé ma faute et maintenant arrête. Et tu n'arrêtes pas et il va partir. C'est ça qui se passe. Donc, en pratico-pratique, hein, je vous écoute. Je suis d'accord avec ça. Plusieurs années d'expérience là-dedans. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est, par contre, comme je sais que je n'ai pas encore pardonné, je suis vigilante parce que quand des fois j'ai des moments où effectivement il y a des choses, ou une action qui va être menée, quelque chose qui va être dit, où j'aurais envie de lui dire, bah oui, comme l'autre, ou bah bien évidemment si c'était l'autre, ou voilà des choses comme ça, je le garde à l'intérieur.
Donc Oui, je sais que bravo. je suis toujours en thérapie et j'essaye de contrecarrer ça. Bon, vous avez raison de le garder, de ne pas lui dire, mais en même temps, si vous gardez quelque chose à l'intérieur, c'est pas bon pour vous non plus. Donc Exactement. Mais travaillez, je vous dis, sur cette question de rivalité. Vous verrez, ça vous donnera une piste positive. Merci beaucoup, Emmanuel. Votre témoignage est fort et beau, et je vous en remercie beaucoup parce que ça peut aider certaines qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de souffrir parce que leur compagnon a été voir ailleurs. La fidélité n'est pas une fin en soi. On est bien d'accord, la preuve, c'est que votre couple va mieux. Merci beaucoup. On fait une petite pause, Yves Pslati, on retrouve Pauline dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Yves Pslati est avec nous, sexothérapeute, et il nous dit que c'est possible pour tout le monde, la sexualité positive. Faut-il encore en avoir envie? Et ce n'est pas une injonction, on n'est pas obligé évidemment d'être dans la sexualité positive. Ça, c'est quand même important aussi de le signaler. Pauline, merci d'être avec nous, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Oui, du coup, en fait, j'ai bien écouté et puis je vous ai appelé parce que je me posais la question quand même. Je vous explique. Moi, je n'ai pas une grande sexualité. Ça se passe bien quand ça se passe, mais le désir est vraiment. Je peux pas savoir quand il va venir et il vient pas forcément. Je peux ne pas en avoir pendant des semaines. Donc. Moi, j'en souffre pas, mais mon compagnon est beaucoup plus régulier dans sa demande et dans son désir, forcément. Et du coup, donc, comme je n'ai pas de problème de jouissance, je pense pas avoir d'inhibition. Je me dis, je me demandais ce qui pouvait bloquer, peut-être. Mais est-ce que bon, j'ai bien compris que vous avez peu de désir, mais est-ce que vous faites l'amour parfois, même si vous en avez pas envie? Oui, je le fais pour lui faire plaisir. Sinon, ce serait trop long. Alors, attendez, vous le faites pour lui faire plaisir, mais est-ce que vous avez de la jouissance malgré tout? Oui, c'est possible. Oui, c'est complètement possible. Je crois dire qu'il y a une fois où. D'accord. Oui. Et ça vous fait pas plaisir d'avoir de la jouissance? Ah si, c'est bien sur le moment, mais en fait, c'est l'idée de le faire qui ne me vient pas. Sauf parfois s'il y a quelque chose qui... Alors Yves, j'aime bien le témoignage de Pauline parce c'est formidable. Elle fait l'amour pour lui faire plaisir. À l'arrivée, elle a un orgasme, mais c'est pour lui faire plaisir qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? Enfin, on a la bonne patiente devant nous. C'est celle qui a un problème qui est devant nous. Ok. Donc on va lui donner des outils pour ça, c'est un problème pour lui, surtout que moi j'ai pas de. Mais oui. Enfin, je veux dire, moi j'en souffre pas, ça me suffit, mais il faut quand même, je suis obligée de prendre en compte le désir de mon partenaire, voilà. Oui. Vous avez quel âge là? 45. 45. Et vous allez vivre encore combien d'années normalement? Tout n'est pas perdu. Oui, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Ouais. Donc c'est dommage de passer à côté. Alors quand vous dites jouissance, qu'est-ce que vous entendez par jouissance? Parce qu'il y a deux choses, Il y a le plaisir et l'orgasme. C'est pas la même chose, Oui. Donc le plaisir, c'est quand ça augmente, quand les contractions, tout ça augmente dans le corps, et l'orgasme, c'est l'acmé, où là, ça augmente terriblement, et puis ça chute, ouf, on respire bien, on a passé du bon moment. Est-ce que vous avez des orgasmes? Oui. Oui. Et au niveau technique, on va dire, je sais comment, Je sais comment faire. Je sais, donc maintenant, je vais parler un peu anatomie, mais pas anatomie du bas-ventre, anatomie du cerveau. Donc, dans le cerveau, il y a un système de récompense. Un système de récompense qui est sous la dopamine. Donc, quand on a fait quelque chose et que c'était bon, on a envie de recommencer si mon système de récompense fonctionne bien. Le bon dans la sexualité, c'est orgasme. Donc, il faut avoir un orgasme. Parce que les gens qui ont un plaisir, ils n'arrivent pas à faire fonctionner leur système de récompense. C'est-à-dire de recommencer cette expérience-là. Donc, il faut un orgasme. Heureusement, vous avez un orgasme. Maintenant, le système ne fonctionne pas bien. Le système ne fonctionne pas bien puisqu'aujourd'hui, vous avez eu un très bon orgasme et demain, vous n'allez pas vers votre mari
votre homme pour recommencer ces superbes moments que vous avez vécu ensemble. Vous voulez un outil? Oui. Vous voulez que je vous donne un outil? Vous êtes sûr? Oui, mais j'avais quelque chose à dire. Pour booster le système de récompense? Ben oui, je crois qu'elle a appelé pour ça. Hein. Oui, elle a appelé pour ça, je vais le donner. Donc, vous avez eu un orgasme. L'orgasme est terminé. Dans le quart d'heure, donc c'est important, dans le quart d'heure, essayez de vivre dans votre tête l'orgasme que vous avez eu dans votre corps. C'est-à-dire, réfléchir pendant une minute c'est 60 secondes, dans le quart d'heure, de revivre cet orgasme. Ah, voilà, je respirais comme ça, mon cœur battait comme ça, probablement mon visage était rouge. Dans l'intérieur de mon corps, au niveau vaginal, au niveau clitoridien, je ressentais ceci, au niveau de l'utérus. Essayez de vivre pendant 60 secondes dans votre tête pour qu'il y ait imprégnation. Dans votre tête pour qu'il y ait imprégnation de ce que vous avez vécu pour alerter le système dopaminergique, la dopamine. Une fois. Ça s'appelle première piqûre de rappel. Il y en a 2 autres encore. Deuxième piqûre de rappel. Le soir, avant de vous endormir dans le lit. Même exercice. L'orgasme que vous avez eu peut-être 10 minutes avant, ou bien 20 minutes avant, ou bien 2 heures avant, de le revivre pendant 60 secondes. Imprégnation. Et le lendemain matin, avant de vous lever du lit, avant de mettre un pied en dehors du lit, restez encore 60 secondes dans votre lit et essayez de faire cet exercice-là, de revivre pour l'imprégnation. Imprimez ça dans votre tête et le système dopaminergique va travailler. Je pense que le soir, quand monsieur va revenir, vous allez lui sauter dessus. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est que là, du coup, c'est vous qui allez lui sauter dessus sans arrêt. Non, mais c'est important ce que vous dites, Yves, parce qu'on voit bien que là, Pauline, il y a quelque chose qui était... Enfin, si vous avez un orgasme quand vous faites l'amour et que vous faites l'amour pour lui faire plaisir, ça veut dire qu'il y a derrière... là, je vais faire un peu la psy, mais on s'en fout. Ce qu'il faut, le conseil que vous donne Yves va fonctionner si vous le faites. Il y a certainement une culture qui n'a pas été positive vis-à-vis de la sexualité. Enfin, il y a certainement des choses comme ça qui sont un petit peu une sorte de chape de plomb, si je puis dire, sur ce circuit de récompense dont parle Yves. J'ai 2 minutes pour vous dire quelque chose. Bien sûr, Pauline. En fait, quand vous parlez de sexe, en fait, pour moi, le désir, il passe par la vue, par la stimulation, par le mental, voilà. Et j'ai l'impression que vous me parlez d'un désir qui est uniquement inscrit dans le corps, en fait. Je sais pas comment dire. Moi, j'ai besoin qu'on me donne envie, en fait. Voilà, si vous préférez. Oui, bien sûr, mais je crois que là vous touchez un point essentiel et qui va certainement intéresser énormément de femmes, et je pense qu'on va vous garder après les infos parce qu'on va pas avoir assez de la minute qui nous reste avant de laisser la place aux infos. Ce dont on parle quand on parle du circuit de récompense, c'est quand même de l'ordre des sensations et des ressentis, et donc c'est donc du corps. Là, ce dont vous parlez, me semble-t-il, c'est vous avez envie qu'il vous fasse la cour pour que vous acceptiez de vous offrir. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Yves, je vous laisse en 2 mots peut-être effleurer le sujet, si je puis dire, et puis après on laisse la place aux infos. Il y a un deuxième outil. Ici, les gens pensent que pour avoir une sexualité, il faut que ce soit spontané. Quand je leur dis le spontané, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, parce que vous êtes pendant des semaines, vous pouvez attendre, rien ne va se passer. Alors pourquoi est-ce qu'on programme pas? Alors je vous avais dit, excusez-moi Yves, je vous avais dit 2 mots, là vous êtes en train de tout expliquer, vous le ferez juste après les infos. Juste après, ok, super. Et on vous retrouve tout de suite évidemment. La petite devinette également, par qui le concept de beauté intérieure a-t-il été inventé? La réponse c'est évidemment également après les infos. Restez avec nous Pauline, on revient sur tout ça. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
On évoque la sexualité positive. C'est notre invité Yves Pslati qui est créateur de ce concept tout à fait intéressant, important. On a déjà dit beaucoup de choses depuis 14 heures et on va continuer dans cette deuxième heure. Peut-être que vous avez besoin justement d'outils, puisque c'est comme ça que vous les appelez, vos conseils, Yves Pslati. Eh bien, c'est en effet des outils. Je crois qu'ils sont nécessaires. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. D'abord la réponse à ma devinette. Puis on revient évidemment avec Pauline. Par qui le concept de beauté intérieure a-t-il été inventé, Yves Pslati? Souvent vous avez des questions où on s'attend pas du tout à la réponse qu'il faut donner. Je ne sais pas si c'est ce genre de questions, mais bon, le concept de beauté intérieure, c'est un concept assez philosophique. Et je pense qu'il y a plusieurs philosophes qui en ont parlé. Mais non, c'est le concept, ce concept de beauté intérieure, il a forcément été inventé par les moches. Sinon, pourquoi voudriez-vous qu'on l'ait inventé? Alors, Pauline est avec nous. Donc, Pauline, vous nous dites que pour avoir envie de faire l'amour avec votre compagnon, vous avez besoin d'être séduite, vous avez besoin de quelque chose d'autre que simplement de savoir que vous allez avoir un orgasme, en gros. Si je simplifie ce qu'on s'est dit. Et Yves, vous avez parlé donc du problème de la spontanéité, me semble-t-il. Je vous laisse développer. Allez-y. Oui. Parce que je pense qu'il a essayé de la séduire plus d'une fois et que ça n'a pas marché. Donc, c'est pas ça. Il y a de fortes chances que si vous séduisez tous les jours, vous n'allez pas dire amen tous les jours. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez dû refuser et le frustrer plus d'une fois. Alors, ici, il y a un mythe. La sexualité doit être spontanée. Non et non. La sexualité peut ne pas être spontanée. Si elle est spontanée, c'est merveilleux. Mais quand est-ce qu'elle est spontanée? Au tout début d'un couple, quand il y a la phase passion, on se saute l'un sur l'autre, c'est spontané. Mais plus tard, la spontanéité, elle part. Donc, ici, programmer. Programmer, ça veut dire quoi? Mais ça, on l'a découvert pour des gens qui prenaient du Viagra. Donc, les gens qui prennent du Viagra, ils savent qu'une fois qu'ils ont pris le Viagra, ils vont être fonctionnels 40-45 minutes plus tard. Et certaines femmes ne veulent pas savoir que monsieur a pris du Viagra et d'autres veulent savoir. On demande à la femme, pourquoi tu veux savoir qu'il a pris du Viagra? Parce qu'elle se dit, lui, il sait qu'il a pris du Viagra. Il sait que 40 à 45 minutes après, on va avoir une relation sexuelle. Mentalement, il peut se préparer. Donc, sa libido va augmenter et quand il va m'accueillir, si je ne sais rien, ma libido est très basse. S'il me le dit à moi aussi, je peux faire quelque chose. Je peux aller me laver, je peux me mettre des petits dessous, je peux lire une petite histoire, je peux regarder un film. C'est-à-dire que 40 à 45 minutes après, ma libido aussi va être plus haute et on va se sauter l'un sur l'autre. Donc ici, l'idée, je ne dis pas s'il prend du Viagra ou il ne prend pas, c'est pas ça, mais de se décider une demi-heure, 45 minutes avant de se dire, et si on faisait quelque chose? Donc, probablement, c'est monsieur qui va vous le dire, mais vous avez le temps de vous préparer. C'est-à-dire de faire quelque chose. De rentrer dans un fantasme. Donc, on rentre de deux façons dans la sexualité, par le fantasme et par le toucher. Mais ici, on peut se préparer, c'est-à-dire rentrer dans un fantasme, dire des trucs érotiques, réfléchir, fermer les yeux, réfléchir, aller prendre une douche, aller se pomponner, je ne sais pas, à être prête pour avoir un rapport sexuel qui va vous exciter. Et c'est-à-dire, dans la demi-heure après, au moment de la rencontre, vous aurez un grand désir sexuel et ça va arranger les choses. Donc, arrêtez de penser que ça doit être spontané, qu'il doit vous draguer, tout ça. Il a sûrement dû vous draguer, ça n'a pas marché. C'est pas ça qui marche. Donc, il faut programmer. Oui, vous me dites ça pour la santé de mon couple, en fait, pour le bien-être de mon couple, en fait. Pour vous. On ne fait pas. Ouais. Arrêtez de penser que la sexualité, c'est pour faire plaisir à l'autre. Ça ne marche pas. Ce système-là. Oui. Donc, moi, je fais de la sexualité parce que sinon, il grimpe au rideau et sinon, il n'est pas calme, il est Non, mais excusez-moi, je vous coupe, Yves. Mais ce que je crois qu'il faut que les femmes entendent, c'est qu'on fait pas l'amour pour faire plaisir à l'autre, ni pour la santé du couple. On fait l'amour parce que on a envie que notre lien affectif soit plus fort. On a envie de se retrouver. Moi, je ne cesse de dire que la sexualité est essentielle dans un couple parce que c'est grâce
grâce à la sexualité qu'on crée un lien affectif en profondeur, qu'on évacue toutes les petites rancœurs, qu'on évacue tout ce qui... Et plus on fait l'amour avec l'envie de se retrouver charnellement, mieux le couple se porte. Oui, c'est quand même la santé du couple. Oui, mais il faut pas faire l'amour pour la santé du couple. Il faut faire l'amour parce qu'on a envie de se toucher, on a envie de se retrouver corporellement. Je sais pas si vous voyez la différence, parce que sinon c'est par rapport à l'autre et c'est pas par rapport à soi-même. Je suppose, Pauline, que vous êtes heureuse dans ce couple et que vous avez envie que ce couple aille bien. Et donc faites-vous plaisir, faites l'amour avec lui pour que votre couple soit encore plus fort pour vous. Voyez ce que je veux dire. Revenez à vous-même. Et je crois qu'Yves a vraiment raison. On doit pas faire l'amour pour faire plaisir à l'autre. Oui, c'est parce que c'est bon, ça va être bon pour vous. Tout le temps, heureusement. Mais oui. Mais, et en plus, vous avez des orgasmes, donc il faut vraiment que vous compreniez que plus vous allez avoir des orgasmes, plus il va vous donner des orgasmes, plus vous allez l'aimer, plus vous allez être dans la joie, dans cet élan vital qui fait que on est en bonne santé, qu'on fait. Vous voyez tout ce que ça rapporte, la sexualité. Et plus vous allez avoir un couple qui va être vivant, quoi. Voyez. Et Pauline, dans le lit, quand vous rentrez dans le lit, vous êtes en pyjama ou sans pyjama? En pyjama. Pourquoi? Oui, c'est vrai. C'est pas très sexy, je reconnais. Oui. Évidemment, dans un couple qui s'entend, un couple qui s'aime, on dort toujours nu, hein? Pourquoi pyjama? La nudité va favoriser l'attouchement, les caresses. Et en plus, si vous avez la faculté de rentrer dans ces fantasmes, et en plus vous vous faites toucher, vous vous faites caresser, et il n'y aura pas d'effort à faire la sexualité, ça va venir de soi-même. Donc, créer les conditions pour que le système fonctionne. Donc, il faut pas se forcer. Mais pour ne pas se forcer, il faut créer les conditions. Dormez nus, caressez-vous, touchez-vous, embrassez-vous, rentrez dans des fantasmes, racontez-vous des histoires l'un à l'autre. 3 ou 4 fois par semaine, vous allez faire l'amour. Et vous allez en prendre du plaisir. Et vous allez dire, mais je passais à côté de quelque chose. C'est dommage. Maintenant, je prends du plaisir et je veux de la sexualité. Pas pour lui, mais pour moi et pour nous. Et puis, il y a certainement, Pauline, chez vous, une culture, une éducation qui n'a pas été très favorable à la sexualité. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à dépasser. Alors oui, je voulais juste rebondir juste là-dessus, après je vous embête plus, mais alors au niveau de la culture sexuelle, j'ai plutôt grandi dans un milieu naturiste et assez libéré. Donc et je pense que c'est pour ça que je suis pas coincée. Enfin, je veux dire, je sacralise pas la sexualité d'ailleurs, plus que ça. Mais je pense que comme on en avait déjà parlé avec vous, j'en avais déjà parlé avec vous, je pense que c'est plutôt alors je pense que c'est mes premières fois qui ont été un petit peu compliquées, où j'ai pas eu accès à la sensualité, et je pense que j'ai pas assez accès à la sensualité. Je pense que mon blocage il est là. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez cérébral, tout simplement. Oui. Bon, voilà. Donc vous êtes cérébral, donc il faut qu'il vous fasse la grande roue du pan pour que tout d'un coup il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, mais ça, une fois que vous savez, Pauline, on a tous nos inconvénients. Une fois qu'on les connaît, on arrive à les dépasser. Je pense que l'échange que vous avez eu avec Yves va vous donner toutes les clés. Là, je crois que vous êtes. Et je vous assure que vous nous avez vraiment pas embêtés, parce que votre témoignage il fait écho à beaucoup de monde qui nous écoute. Donc vous avez été la bienvenue et vous avez fait avancer les choses. Donc oui. En tout cas, un grand merci, c'était un bon témoignage. Et n'oubliez pas, faites-vous beaucoup de massages. Hein. Des massages, ça rapproche terriblement. Hein. Donc les massages ne doivent pas être sexuels, mais c'est quand même c'est sensuel. Ça va développer votre sensualité. Oui, ok, c'est noté. Merci Pauline, merci beaucoup. Allez, on retrouve Nicolas dans un instant qui a envie de témoigner. Et puis vous aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Yves Pslati est avec nous. Vous êtes sexologue, thérapeute de couple, auteur de nombreux livres et vous êtes également le créateur de cette association APPSS, Association francophone pour la promotion de la santé sexuelle. Nicolas nous rejoint et je crois que vous allez pouvoir dialoguer ensemble. Bonjour Nicolas. Bonjour Brigitte, bonjour Yves Pslati. Et puis Yves Pslati, je voulais vous dire que j'aimais beaucoup vos interventions, votre jovialité, votre façon très simple et très pragmatique de nous expliquer les choses. Ne changez pas. Voilà, je voulais vous le dire, c'est un plaisir. Merci. Et c'est pas de la flatterie. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est l'oralité, c'est l'envie de manger. Et comme vous disiez dans une précédente émission, Brigitte, faut entretenir la machine, même si on est célibataire. Vous disiez, faut quand même se masturber, faut quand même se toucher, s'auto-toucher, en attendant d'être touché, et de pas rester au point mort et au repos, quoi. Moi, je partage cette vision. Oui, bien sûr, c'est essentiel de. Parce que voilà. Sinon, d'une certaine manière, on sait qu'un membre qui ne fonctionne plus s'atrophie et je vois pas pourquoi les organes génitaux resteraient en très bonne santé si on s'en occupe plus pendant des années. Voilà, c'est comme un sport. Je crois que Nicolas, vous voulez dire que vous avez de temps en temps des baisses de libido et que pour vous c'est plutôt psychologique, hein. Oui, voilà. Et vous voulez échanger avec Yves pour voir ce qu'il en pense. Tout à fait, c'est ça. Donc ça a été plutôt suite d'un deuil, bien sûr, et puis d'une séparation, d'une histoire d'amour qui n'aboutit pas, qui traînasse depuis des années. Et du coup, j'aurais tendance, oui, bien sûr, puis l'âge aussi, les hormones, enfin quelque chose comme ça aussi. Hein, parce que ça s'éteigne un peu, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment un côté psychologique de tristesse, parce que moi je pense que c'est lié à la joie, à la sexualité, à l'oralité, à la joie, au bien-être. Et quand tout ça, ça marche pas trop bien, je pense que le reste, la sexualité peut en découler, quoi. Alors un sexophile, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs sexuels. Un sexophobe qui n'a pas beaucoup de désirs sexuels et la sexualité ne l'intéresse pas. Oui. On peut vivre pendant toute une vie en tant que sexophobe, sans désir sexuel. Il est impossible, je ne connais jamais, j'ai jamais connu encore quelqu'un qui a vécu sexophile pendant toute sa vie. C'est pas possible. Parce qu'on aura des maladies, on aura des problèmes, on va prendre des médicaments, on aura des deuils, ce n'est pas possible. Donc, première chose, pour vous, c'est d'avoir de la tolérance pour votre baisse de désir sexuel que vous avez maintenant. Il faut être tolérant vis-à-vis de ça, parce que comme vous dites, vous rencontrez des problèmes de deuil d'une histoire qui s'est mal terminée. Donc, il faut avoir d'abord de la tolérance vis-à-vis de ça. Alors, le problème, c'est que donc ça vous l'avez dit au début, il faut maintenir une activité sexuelle, c'est-à-dire au moins personnelle. Alors, vous avez un manque de désir sexuel. Est-ce qu'il est général, c'est-à-dire est-ce que c'est vis-à-vis de quelqu'un, ou bien même pour la masturbation, vous n'avez pas de désir? Alors moi je suis bisexuel en plus, donc c'est ni pour les hommes ni pour les femmes des fois, hein, c'est ni l'un ni l'autre, carrément. Ça pourrait être... Voilà, donc carrément c'est point mort, quoi. Voilà. Oui, mais ça... Deuxième chose. Pardon. Deuxième chose, les érections. Quelle est la qualité des érections? Est-ce que vous avez des érections nocturnes et matinales? Non. Ok. Donc ici vous dites c'est un problème psy, c'est à cause d'un problème psy. C'est peut-être un problème non pas psy mais organique. Donc vous avez donc quand on cumule deux pathologies, c'est-à-dire manque de désir sexuel et des problèmes d'érection, surtout les érections nocturnes et matinales, il faut faire un check-up au niveau de la testostérone. Donc il faut aller demander à votre médecin généraliste s'il connaît le problème ou bien chez un urologue un check-up au niveau de la testostérone. Donc, avant de dire que c'est un problème psychogène, que j'ai des problèmes et que c'est psychogène, il faut éliminer les problèmes organiques. Les problèmes organiques ici, c'est le manque de testostérone. Vous avez quel âge? La cinquantaine. La cinquantaine. Donc, vous devez faire un check-up au niveau de la testostérone. Si le taux de testostérone est bon, là, on peut appuyer sur le système que, monsieur a des problèmes psychogènes. Mais ne pas avoir des érections nocturnes et matinales, ça ne sent pas tellement bon. Ça plaide plutôt pour un problème organique que pour un problème psychogène.
Alors, j'ai de l'hypertension, j'ai un problème. J'ai un problème d'hypertension, hein. Alors, ça, bon, qui n'arrive pas à stabiliser. Donc, ça pourrait être aussi à cause de ça, peut-être. Bah, évidemment. Vous dormez bien? Vous dormez bien? Oui, alors ça, par contre, oui, très bien. Ok. Très bien. Donc, vous ne faites pas des apnées de sommeil, tout ça? Ben, je pense pas, parce que je dors tout seul en ce moment, donc je peux pas savoir. Tout seul, ouais. Okay. Est-ce que vous ronflez, par exemple, Nicolas? Ben, je sais pas, je dors tout seul en ce moment, donc. Oui, non, mais. Faut que je m'enregistre. Je pense pas, non. Bon. Non, mais en tout cas, Yves a raison. Hein, à partir du moment où vous n'avez plus d'érection matinale, il y a quand même parce que la dépression, enfin la déprime, on va pas dire dépression parce que vous êtes peut-être pas en dépression. La déprime, elle a un effet négatif sur la libido, mais ça n'empêche pas le corps de fonctionner et d'avoir d'avoir les érections matinales. Et puis, il faut voir les médicaments que vous prenez pour l'hypertension aussi, tout ça. Donc, il y a. C'est pas seulement une pathologie, c'est les médocs aussi, hein. Ça vaut le coup de faire. De toute façon, faites un bilan. Ça, comme je dis souvent, ça vous permettra d'être fixé. Et puis vous verrez bien. Faire des examens sur sa santé, ça ne fait pas tomber malade, de toute façon. D'accord ? Le message, il est passé ? Bon, je sais pas, on a peut-être perdu Nicolas. Visiblement, il ne répond plus. Ou alors, il est peut-être déjà parti en courant faire les examens. Non, mais je crois que c'est toujours important de rappeler que la première chose à faire quand il y a une baisse forte de libido, c'est d'abord de voir s'il n'y a pas un problème de santé ou un problème mécanique. Voilà, c'est vrai que la psychologie joue un rôle important dans la libido, mais c'est à voir en second plan, comme toujours, évidemment. Ouais. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Bon, et bien, puisque Nicolas nous a quittés, on va faire une petite pause. On va se retrouver pour le Love Conseil. J'ai trouvé un Love Conseil pour vous, Yves Pslati. On va parler de la moyenne des rapports sexuels. Et si vous avez envie de réagir, je vous attends au 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors le Love Conseil aujourd'hui, c'est la moyenne des rapports sexuels. Alors Yves Pslati, je ne sais pas si vous faites faire ce test au couple que vous recevez. Vous pourrez en tout cas nous dire ce que vous en pensez, parce que là on le sait, hein, l'un des grands conflits dans le couple, c'est le manque de relations sexuelles. Et donc voilà, je vous propose de faire un bilan sincère et qui va être utile. On va pas parler de la moyenne, hein. On sait que la moyenne de la sexualité des Français, c'est en général 2 fois par semaine. Et puis on s'en fout, ça peut être largement au-dessus ou largement en dessous, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt votre moyenne à vous, le couple. Donc chacun séparément va mettre sur une feuille le nombre de fois que vous désirez vraiment faire l'amour par mois, hein. On va passer par mois parce que par semaine c'est parfois plus compliqué, sans que évidemment l'autre ne voit ce qu'il a écrit. Et puis vous notez le nombre de fois que vous pensez réellement faire l'amour chaque fois dans le mois. Et vous serez certainement étonné de voir que ce chiffre, qui est pourtant concret, hein, c'est 2 chiffres concrets, ce que vous désirez, combien de fois vous désirez faire l'amour, combien de fois vous faites l'amour, eh bien, on tombe pas sur le même résultat. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que ça va vous permettre de communiquer sur à la fois ce qui est la réalité et la non-réalité. Parce que si vous n'avez pas le même nombre de fois, c'est que quelque part il y a quelque chose de subjectif dans votre façon de compter le nombre de fois que vous faites l'amour. Et puis alors certains sexologues, mais moi je suis pas forcément d'accord, hein, certains disent il faut faire la moyenne des deux entre vos désirs et la réalité. Vous additionnez et vous divisez par 2, et à ce moment-là vous avez la fréquence à laquelle votre couple doit faire l'amour. Bon, je suis pas sûre que ça marche de manière aussi mathématique la sexualité des couples. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce Love Conseil, Yves Pslati? L'offre, c'est quelque chose que je pose toujours, ces questions-là aux gens. Mais d'abord, les gens, je vais les voir seuls, et puis je pose ce genre de questions quand ils sont seuls, et je note combien vous faites et combien vous voulez faire. Alors, il fut une époque où je leur demandais quand ils étaient tous les deux ensemble, et puis je me suis mordu les doigts en voyant que ça ne marche pas. Quand je leur posais la question combien vous voulez. Alors, quand il y a un qui est frustré, qui fait l'amour 1 fois par mois, mais par contre 1 fois par semaine, ça lui irait bien tout ça. Et il dit devant l'autre, celui qui est frustré, il dit devant l'autre, tous les jours je veux faire l'amour.
Et ce qui se passe, c'est que l'autre se sent vraiment étouffé. Moi, je ne suis pas capable de faire de l'amour tous les jours. Je ne suis pas capable. Au secours, au secours. Or, c'est pas la réalité. C'est pas tous les jours. Mais comme il est frustré, il pense qu'il a besoin de faire tous les jours l'amour pour se sentir bien. Or, c'est tout à fait faux. C'est pour ça, moi, je ne me pose pas cette question quand les deux sont ensemble. Je le pose quand ils sont seuls. Pour avoir la vérité et qu'on me dise pas tous les jours. Bien sûr. Bon, en tout cas, ce love conseil ne fonctionnera que sur des couples qui savent quand même un peu communiquer. Les couples qui ont vraiment du mal à communiquer, ça sera pas possible, évidemment. Ben oui. Alors, on retrouve Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Moi j'avais eu, on va dire, des soucis juste après la naissance de mon premier enfant, en fait. Oui. Des soucis après. En fait, ma femme avait eu une baisse de libido, en fait, pendant tout l'allaitement, on va dire. Ce qui est normal. Voilà, oui, ce qui est normal, mais avec le recul, Non, mais voilà. Christophe, Oui. excusez-moi, je vous coupe, mais c'est important de le dire. C'est normal parce que l'allaitement fait baisser la libido. C'est dans ce sens que je disais que c'était normal. Et ce qui est embêtant, c'est que très souvent, on ne prévient pas le couple. Et donc l'homme s'il sait que c'est naturel, que c'est dû à la physiologie de la femme, que l'allaitement coupe la libido, il le comprend mieux, il l'accepte mieux que s'il croit que c'est parce que comme elle s'occupe de l'enfant, elle a plus envie de s'occuper de lui. Je crois, Yves Pslati, que c'est assez peu dit ça, que l'allaitement coupe la libido de la femme, justement. Bien oui, mais on sait ça depuis longtemps, c'est la prolactine. Hein. Donc au moment de l'allaitement, il y a augmentation de la prolactine qui agit sur l'hypophyse, sur la LH, qui va faire diminuer la testostérone et tout ce qui est lié à la testostérone, c'est-à-dire les estradiol aussi. Donc c'est biologique. Donc il faut pas s'attendre pendant l'allaitement d'avoir un désir sexuel. Donc, voilà, mais je pensais que tout le monde savait ça. Ah non, je crois pas. Apparemment pas. On vous l'avait dit, Christophe? Non. Après, voilà. Voilà. Pour le premier, ça s'est passé comme ça. Pour le second, comme il y avait eu l'espérance du premier, ça s'est beaucoup mieux passé. Après, c'est sûr que quand on est au courant, voilà. Mais après, peut-être mon épouse non plus, je pense, n'était pas au courant parce que. Et en gros, elle me disait non, mais j'ai pas envie, quoi. Bien sûr. Et elle comprenait peut-être pas pourquoi elle avait pas envie. Et elle comprenait pas aussi pourquoi moi j'avais tant envie. Voilà. Mais après on s'est, après ça s'est réglé parce qu'on a continué à avoir, la vie de couple. Je veux dire, voilà. Après, il y avait pas très peu de sexualité, mais après tout est rentré dans l'ordre, je veux dire. D'accord. Voilà, on n'a pas coupé les ponts, quoi. Oui, c'est-à-dire que vous avez accepté la frustration après la naissance du premier enfant. Vous avez accepté qu'elle n'ait pas envie, sans que ça soit quelque chose qui vous mette en colère ou qui vous éloigne d'elle. En fait, peut-être non, ça m'a mis assez en colère mais j'ai sûrement pris sur moi parce que avec le recul, moi, j'ai pas fait attention à mes réactions. Mais je veux dire, X mois après, ma femme, elle m'a dit oui, je voulais te dire que pendant que j'allaitais, tu étais un peu agaçant, quoi. Voilà. C'est elle qui me l'a fait remarquer. Moi, je l'avais pas remarqué parce qu'en fait. Soit je voulais pas le voir, soit je l'avais oublié, mais et voilà, c'est elle qui m'en a reparlé en fait. Bon, donc ce qu'il faut dire, Christophe, c'est qu'en général, quand on est frustré, on se sent pas respecté, on sent qu'il y a une sorte d'injustice puisqu'on respecte pas nos besoins, et c'est vrai que ça peut provoquer de la colère. Mais vous en êtes pas rendu compte parce que ça a été une sorte de réaction épidermique, si je puis dire. Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle a pu ensuite communiquer avec vous, en parler. Vous avez su l'entendre visiblement. Vous vous êtes excusé, j'imagine. Oui. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc là, encore une fois, on voit que la communication, ça reste un des éléments essentiels pour dépasser tout ce qui pourrait ensuite se transformer en rancœur et en problème de couple.
Oui, parce que si elle me l'avait pas dit, moi, j'y avais même pas pensé une seconde, quoi. Je l'ai pas vu après, elle m'a expliqué son point de vue comme ce qu'elle avait subi. C'est vrai que c'est pas drôle, quoi. Je veux dire, voilà. Et puis, Christophe, donc, maintenant, vous, à cette époque-là, vous vouliez faire de l'amour. Comment est-ce que vous l'invitiez à faire de l'amour? Est-ce que vous l'invitiez du genre, allez, ma chérie, maintenant, moi, j'ai des besoins, on doit baiser, et allez, hop, au lit. Ah non. Non? De façon un peu gauche, comme ça, non? C'est pas comme ça que vous l'invitiez? Non, parce que... Est-ce que vous la séduisiez, alors? Séduction. Est-ce que vous savez, dans un couple, comment on séduit? Avec de l'attention et le fait de faire attention aux besoins de l'autre. Mais après, je veux dire, je faisais ce que je faisais avant et ça fonctionnait pas. Ça marchait plus. Voilà. C'était en panne. C'était en panne, quoi. Parce qu'il est dans un rôle de maman. Il est dans un rôle de maman. Donc, le rôle de l'homme dans un couple hétérosexuel, hein, pour reprendre, après un accouchement, pour reprendre les relations sexuelles, le rôle de l'homme, c'est de la faire passer du rôle de maman au rôle de femme. C'est-à-dire, le jeu de séduction est basé sur ça. Donc, ok, tu es maman, socialement, c'est très reconnaissable, c'est applaudi par tout le monde. Mais maintenant, moi, j'ai envie de te voir comme femme. Et le jeu de séduction, c'est dans les yeux, dans vos yeux, Christophe, elle doit voir qu'elle est femme. Et c'est ça qui va l'exciter. Et c'est ça qu'elle va s'ouvrir à la sexualité. Donc, c'est quand elle va se sentir femme. Donc, c'est ça le rôle de l'homme. Après l'accouchement, après l'allaitement, tout ça. Donc, elle doit se sentir femme. Et les hommes ne font pas ça. Oui, et puis ils séduisent pas. Oui, mais il y a une chose aussi que les hommes ne réalisent pas, et peut-être même les femmes d'ailleurs, c'est que le cap d'être mère change souvent aussi la manière de la femme à envisager sa sexualité. On voit des femmes qui vont s'épanouir sexuellement après être devenues mères, d'autres qui au contraire vont se fermer à la sexualité. En tout cas, c'est une transformation profonde. Et pour un homme, c'est pas tout à fait la même chose. Je dis pas que ça ne provoque pas des changements, mais un homme n'a pas sa sexualité qui change après la naissance d'un enfant. Non, mais surtout excusez-moi. Non, je dis surtout que pendant qu'elle était enceinte, je veux dire, on y allait très 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 régulièrement, je veux dire. Et de ce coup, ça s'arrêtait brutalement. Peut-être que ça aussi, ça m'a. Ça vous a surpris, oui. Oui. Voilà, on passait de tous les jours à rien du tout. Alors, ça vous a surpris parce que vous n'avez pas compris, et c'est pour ça que je vous dis, si on vous avait prévenu, ça aurait été peut-être plus simple. Et alors, ce qui était quand même très bon signe, c'est que lorsque le couple fait beaucoup l'amour pendant la grossesse, en règle générale, la sexualité va bien après la naissance des enfants. C'est quand il n'y a pas de sexualité pendant la grossesse que déjà on peut un peu s'inquiéter. Et il y a quelque chose de mécanique pendant la grossesse. Pendant la grossesse, surtout, donc, il y a 3 trimestres, hein. Surtout au 2e trimestre de la grossesse, où il y a des taux énormes d'estradiol, 3e trimestre aussi, mais où la forme du corps de la femme change. C'est-à-dire qu'elle a des seins un peu plus développés, tout ça. Donc, son image corporelle s'améliore. Et que ces taux d'énormes de 17 bêta-estradiol font qu'elle a énormément de désir sexuel. C'est pour ça qu'elle peut avoir besoin entre guillemets, d'avoir plusieurs relations sexuelles sur la semaine. Ouais, excusez-moi, j'ai un empanchement, je dois vous laisser. Mais je vous en prie, désolé. Non, mais je vous en prie. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, il y a des urgences quand on est en train de travailler et que voilà. Oui, je crois que c'est important aussi de rappeler que les couples souvent entre le moment où ils se rencontrent et qu'ils sont amants et puis après quand ils sont parents, la sexualité peut évoluer, ce qui veut pas dire qu'elle va forcément aller moins bien au contraire. Et c'est vrai que ça fait partie des grands problèmes de couple d'ailleurs. C'est comment garder une sexualité d'amant quand on est devenu parent. Oui. Beaucoup de discussions, beaucoup de communication et beaucoup de séduction. Voilà, messieurs, n'oubliez pas de séduire madame.
Voilà. Et si la femme vraiment après la naissance des enfants n'a plus de désir, n'a plus envie de sexualité, c'est que souvent son rôle dans sa tête, en tout cas, c'était de devenir mère et pas forcément de former un couple. Donc là, c'est généralement il faut une aide thérapeutique parce que sinon c'est très difficile que le couple arrive à faire refonctionner la sexualité. Mais bon, vous êtes là pour ça, du coup, Yves Pslatty. Allez, on fait une petite pause et on va conclure dans un instant. On va conclure avec Sophie qui nous rejoint. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Yves Pslatty est avec nous, créateur de la sexualité positive, également créateur de cette association AFPSS pour la promotion de la santé sexuelle. C'est votre combat et je crois que ça a aidé beaucoup de ceux qui nous écoutent les 2 heures que nous avons passées ensemble et tous les outils que vous avez donnés. Et je crois qu'avec Sophie, on va pouvoir conclure de belle manière. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir plusieurs vies finalement, une vie de couple avec des enfants, où la sexualité vers la fin a commencé à s'estomper et je me suis séparée. Et ensuite j'ai eu de belles aventures et tout en vieillissant et étant ménopausée, absolument aucun problème de libido. Donc vous avez jamais eu de problème de libido? Non. Malgré la ménopause, ça n'a eu aucune incidence sur ma sexualité. Mais encore une fois, on en avait parlé récemment avec Christian Jamin, qui est gynécologue. C'est aussi une idée fausse. La ménopause, a priori, elle n'a pas de raison de changer du tout au tout la sexualité des femmes. Il y a bien sûr, il peut y avoir des inconvénients d'ordre physiologique, mais il n'y a pas de raison, si la sexualité est positive, qu'elle ne le soit plus après la ménopause, Yves Pslatty. On connaît ça depuis les années 1960. Donc, oui, les grands sexologues, Masterson et Johnson, avaient fait une étude sur 450 femmes ménopausées et ils ont vu que 65% des femmes n'avaient aucun problème de désir sexuel et n'avaient aucun problème de lubrification. Alors, ils se sont demandé, mais c'est qui ces femmes? Pourquoi ces femmes-là n'ont pas de problème et les autres, la majorité, ont un problème? Alors, ils ont mis le doigt dessus. Ce sont des femmes qui ont toujours eu une activité sexuelle, grande activité sexuelle pendant toute leur vie. Donc, les gens qui ont eu ça, donc, ils n'ont pas de problème au moment de la ménopause. Donc, on connaît ça depuis les années 1960, 64, 65. Non, mais d'accord, Yves, mais on ne le dit pas puisqu'on ne dit que des choses négatives sur la sexualité. Donc, la sexualité positive, c'est ça. Oui. Expliquer tout ça. Moi, j'ai pas eu de problème. Donc, mon activité sexuelle devait être bonne, car je n'ai jamais eu de problème sexuel, de désir. Enfin, j'ai toujours fait l'amour comme dans ma jeunesse, on va dire, entre guillemets. Pas de problème, pas de problème de lubrification, au contraire. Ça s'est développé avec l'âge, je trouve, et tout a été positif. Je suis plus très jeune et ça, jusque-là, aucun problème. Et les hommes de votre âge, est-ce qu'ils vous suivent, madame? Pour l'instant, je suis célibataire. Donc vous prenez des hommes plus jeunes? Voilà, exactement, je préfère. Quel âge vous avez, Sophie? Alors j'ai 58 et j'aime bien les hommes de 45, 50 ans. Oui. Ouais. 58, oui. Les hommes de 58, ça va encore. Hein. C'est à partir de. Enfin, ça dépend lesquels, évidemment. Oui. Mais si on se fie encore une fois aux moyennes, c'est plutôt après 70 que vraiment les problèmes commencent pour les hommes. Donc, mais après. Ce que j'aime bien aussi chez un homme, c'est une activité physique, un peu de sport, qui aime beaucoup bouger, quoi, aussi. Donc, 45, 50, ils aiment beaucoup bouger.
Après aussi, ils sont. Oui. Puis de toute façon, contrairement à ce qu'on croit, là aussi c'est une idée reçue. Bien sûr qu'il y a des hommes qui préfèrent des femmes jeunes, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup d'hommes même de 30 ans qui aiment les femmes mûres. Hein, donc vous savez que c'est sur YouTube porno par exemple, sur YouPorn, pardon, une des vignettes les plus regardées, c'est les femmes mûres. Hein, donc vous avez encore de belles années devant vous, Sophie, pour plaire aux hommes plus jeunes. Yves, vous vouliez réagir, il m'a semblé. Je pose souvent la question quand une femme d'un certain âge, disons autour de la soixantaine, se tape des petits jeunes. Pourquoi vous tapez des petits jeunes? Toujours la réponse est la même. Au moins, eux, ils bandent. Les gens de mon âge ne bandent pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est toujours la réponse que je reçois. Non, mais le problème qu'il y a, c'est évidemment que les problèmes d'érection vont s'amplifier au fil du temps, au fil des années. Mais il y a aussi la difficulté à retrouver sa vigueur tout de suite. On sait très bien qu'il y a un temps de latence plus long chez les hommes qui ont dépassé 50, 60 ans. Donc, si on aime faire l'amour, par exemple, 2 fois de suite, il vaut mieux prendre un homme plus jeune. Par exemple, non, Yves? Ben oui, c'est logique. Mais bon, c'est exactement comme la femme aussi. Un homme qui a entretenu sa sexualité pendant toute sa vie, il va maintenir ses érections le plus longtemps possible, sauf maladie, sauf médicament. Donc, s'il n'a pas de maladie générale, hein, pas maladie sexuelle, s'il n'a pas de médicaments, il peut maintenir une érection au-delà de 70 ans aussi, pendant longtemps. Et ça, c'est l'histoire sexuelle qu'on a eue. Plus on a fait, parce que, donc ça c'est aussi, ça depuis 1945 on sait, 47 plutôt. Donc c'est l'étude de Kinsey qui a dit que les gens pensent que si on a beaucoup utilisé la sexualité, après ça va pas marcher, mais c'est tout à fait le contraire. Plus on en a fait, plus pendant la vie on va pouvoir continuer à le faire. Oui, ça suce pas. C'est Alfred Kinsey qui avait trouvé ça, qui avait publié ça en 47 et en 53. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Yves. Bien sûr que j'apprends rien, mais il y a quand même eu une époque, je sais plus qui avait dit ça, que si on faisait trop l'amour, on perdait ses spermatozoïdes et donc après, etc. Et il y a quand même eu une époque où on conseillait de pas trop justement se masturber, etc., etc. Donc on voit bien que sur la sexualité, on a eu des tas d'idées fausses et on est encore toujours obligé de rectifier les choses et de dire ce qui est. Hein. Oui, mais ici, donc, je travaillais dans le domaine de la fécondation in vitro pendant 20 ans. Donc ici, pour la qualité du sperme, évidemment, si on veut faire un enfant, il faut pas éjaculer 2 ou 3 fois par jour pendant la période fécondable de la femme. Donc il faut un peu la quantité diminue. Donc, quand on éjacule beaucoup, la quantité diminue, mais la mobilité augmente. Donc, ça va rattraper, si vous voulez, un peu. Mais quand même, la quantité va diminuer. Alors, Sophie, moi j'ai envie quand même de vous poser 2-3 questions pour ceux qui nous écoutent. Donc, on a compris, votre libido est au beau fixe depuis toujours. Vous êtes, j'imagine, plutôt quelqu'un de positif dans la vie, quelqu'un qui a une joie de vivre. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Hein, on est d'accord. Oui. J'imagine que vous avez eu des parents qui étaient plutôt ouverts à la sexualité. Ma mère qui m'a beaucoup parlé. Enfin, j'ai beaucoup questionné et qui a répondu. Mais bon, c'était une éducation un peu ancienne, mais je posais des questions et elle m'a répondu oui. D'accord. Oui. Mais si vous avez posé des questions, c'est que vous sentiez que vous pouviez lui poser. Donc, bien sûr. Elle ouverte, bien sûr. Elle n'était pas dans la haine de l'homme ou dans la fermeture au corps, etc. Ensuite, j'imagine que vous êtes quelqu'un qui est dans le bon rapport à ses sens. Oui, je pense. Oui, quand même. Vous aimez ce qui est bon à manger. Vous aimez. Ah oui, bien sûr. Vous avez vos. Non, mais c'est important de. Excusez-moi, Yves, mais c'est surtout pour ceux qui écoutent que je vous pose toutes ces questions, Sophie. Je pense que c'est important de comprendre que on aime la sexualité aussi parce que tous les paramètres sont bons, quoi.
On aime la vie. Vous aimez la vie, absolument. On est hédoniste, ça s'appelle. On est hédoniste. Oui, mais hédoniste, c'est encore un terme aujourd'hui qu'on oublie. Hein. Yves, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc vous aimez la vie. Vous êtes quelqu'un quand il y a un problème, une épreuve, parce que malheureusement la vie c'est ça aussi. Vous attendez que ça se passe, mais vous déprimez pas et vous perdez pas votre. Je peux m'octroyer un moment de tristesse, de vulnérabilité, mais je rebondis sur le positif en transformant ce négatif en quelque chose de positif très fréquemment. Oui. C'est ça. Vous savez rebondir. Vous savez, vous savez retrouver votre joie de vivre. Voilà. Bon. Et ensuite, quand de temps en temps il y a une relation sexuelle qui se passe pas bien, bon, c'est pas grave. Hein, c'est comme un mauvais dîner. On passe à autre chose. Vous en faites pas toute une histoire. Ah, ok. Non, enfin je sais pas. Hein, je pose des questions, vous me répondez oui ou non. Hein, Pardon. Moi j'ai dit. Non, je dis quand ça vous arrive d'être avec un mauvais coup. Hein, vous en faites pas toute une histoire. Vous dites bon c'est pas grave. Hein, je le reverrai plus et puis voilà. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, ça m'est arrivé, je ne le revois plus. On est bien d'accord. Non, parce que c'est important aussi parce qu'il y a des femmes qui ont rencontré des mauvais amants et puis qui finalement ont un peu tendance du coup à renoncer, à se dire parce que c'est vrai qu'il y a de mauvaises maîtresses, mais il y a aussi de mauvais amants, Yves. Hein. Bien sûr. Et donc il faut pas, c'est pas grave, on passe à autre chose et puis voilà tout. Moi, j'ai eu plus de bons amants que de mauvais amants. Donc, je sais qu'il y a de bons amants. Et alors, qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui vous fait reconnaître un bon amant? La façon de toucher, de regarder, un petit peu les préliminaires. S'il me connaît, s'il connaît la femme, voilà. S'il aime les femmes déjà. Et déjà, s'il aime les femmes et s'il connaît le corps de la femme et le sexe de la femme dans son intégralité, parce que c'est important de savoir qu'il y a des zones érogènes autres que le vagin ou le clitoris. C'est important. Pour moi, c'est assez important, je dirais. Oui. Mais a priori, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'au fond, quand on a un peu d'expérience et qu'on aime faire l'amour, on reconnaît un homme qui sera un bon amant et celui qui peut-être se vante beaucoup, mais ne sera peut-être pas si bien que ça? Alors, comme ça, là, en discutant, déjà, s'il se vante beaucoup, ça ne m'attire pas vraiment, déjà. Et ensuite, oui, c'est certain que s'il se vante, moi, ça va pas me plaire, hein, non. C'est pas quelqu'un qui se vante, moi ça me refroidit plus qu'autre chose. Ben oui, mais vous savez, quand on a besoin d'en rajouter beaucoup, c'est généralement parce qu'il y a une mauvaise estime de soi et on essaye, c'est toujours bon. Ouais. Ben écoutez, je crois que grâce à votre témoignage pour conclure, Yves Pslati, on voit quand même que il y a quelque chose d'un peu inné chez la femme quand elle a une sexualité positive, malgré tout. Même si vous l'avez dit dès le début, ça se travaille. Je vous laisse conclure, Yves. Pour revenir juste, le bon coup universel n'existe pas. Hein. Donc, Michel peut être un très bon coup pour Micheline, mais un très mauvais coup pour Joséphine. Hein. Le bon coup universel. Donc, le bon coup, c'est celui qui est à l'écoute de l'autre, à ses désirs de l'autre, au fantasme de l'autre, à la façon de caresser de l'autre, qui est à l'écoute de l'autre, c'est ça le bon coup. Comme ça que je voudrais conclure. D'accord. Ben, on pourrait dire la même chose d'ailleurs des femmes. Hein. C'est pas uniquement adressé aux hommes. Hein. La bonne maîtresse, c'est pareil. Hein. Exactement. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Sophie. En tout cas, merci Yves Pslati. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La sexualité positive. C'est aux éditions de La Musardine. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Demain, on sera peut-être un peu sur le sujet du jour, puisqu'on va parler de la surprise, le pouvoir de la surprise. Et c'est vrai que pour maintenir une bonne sexualité, il faut quand même beaucoup se surprendre. Ce sera Christophe Hague qui sera avec nous et puis vous pourrez nous raconter peut-être quelles ont été vos plus belles surprises dans votre vie et pourquoi pas dans votre sexualité. Merci beaucoup Yves Pslati. Merci à vous.